Donc, je demande aux participants de Mastergrid si vous voulez bien venir vous présenter. Merci, bonjour. Bonjour. Bon, bonjour à tous. Je vais commencer par une petite présentation. Donc Cécile Brahimi, chef de projet, et Julien Desgouttes, DSI de Mastergrid. Donc Mastergrid est un groupe spécialisé dans les équipements électriques et notamment dans le domaine de la haute tension et de la très haute tension. Et on a la particularité d'être une entreprise en forte croissance, puisque on a démarré en décembre 2019 l'activité du groupe et on était 120 collaborateurs. Aujourd'hui, on est plus de 500 avec des filiales en France, en Europe et l'ensemble du reste du monde. Et notre objectif dans ce projet, c'était de travailler sur la BU de notre business unit qui gère la partie maintenance et services aux équipements électriques qui avait comme contexte le fait d'être à la fois lié à de la croissance organique et à de la croissance externe. Donc une forte croissance, mais complètement différente. Quand on est en croissance organique, on gère, ses process, on a un peu une méthode de création. Et quand on est en croissance externe, on intègre des entités qui ont déjà leurs process, leur manière de faire, leurs habitudes, leurs outils, leur tableau Excel, majoritairement pour certaines structures qui nous ont rejoints. Et donc on avait un travail important d'optimisation et de digitalisation de cette activité. Effectivement, comme le dit Julien, quand on a commencé le projet, avec les différentes agences qui avaient rejoint le groupe, on était sur des outils très hétérogènes, énormément d'Excel bien sûr, de l'Outlook. Ça se parlait beaucoup au téléphone pour s'organiser parce que les plannings, il fallait, dès que ça changeait, redécaler tout et redécaler les interventions. C'était très compliqué, c'était générateur et vecteur d'erreurs et de mauvaise communication avec nos clients, donc totalement insatisfaisant. Il fallait vraiment qu'on centralise cette information qui, lorsque le collaborateur était absent, on pouvait avoir vraiment des grosses difficultés pour la retrouver. Les priorités et les objectifs stratégiques, il fallait qu'on puisse, par toute cette croissance, harmoniser les pratiques. Chaque agence avait un petit peu ses façons de faire et ces outils dédiés, et on était plutôt sur le souhait d'une harmonisation pour que nos clients ils aient vraiment une intervention Mastergrid et pas une intervention de l'une de nos agences. Il fallait qu'on puisse améliorer la gestion de la qualité et de la sécurité sur nos interventions. Comme le disait Julien, on travaille quand même dans un domaine qui est particulièrement risqué. Il fallait qu'on s'assure que nos techniciens, nos responsables de chantier, quand ils interviennent sur site, ils aient les bons EPI, les bonnes habilitations, qu'ils soient vraiment complètement en sécurité pour leurs interventions. Et on avait un gros souhait de capitalisation sur la connaissance de nos clients. Aujourd'hui, on intervient sur des équipements et sur des sites, et on souhaitait pouvoir mieux connaître l'ensemble des sites pour pouvoir éventuellement aussi faire du foisonnement ou pouvoir mieux accompagner nos clients, mieux les conseiller dans leur quotidien. Donc, comme je le disais, on voulait centraliser l'ensemble de l'information, simplifier les actions qui portaient principalement sur nos chargés d'affaires, beaucoup de double saisie, beaucoup de ressaisies, beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges de mails, c'était fou. Et améliorer la communication, comme je disais, beaucoup de temps au téléphone, peu de traçabilité sur ce qui était fait à travers toutes ces communications téléphoniques et ces réunions. Donc sur la partie projet, donc l'activité Field Service et qu'on a classé donc comme projet FSM Field Service Management, on avait une particularité, c'est qu'on devait à la fois pouvoir, avec les mêmes équipes et avec la même business unit, gérer des projets longs et gérer des interventions relativement courtes. Ça a été une particularité dans le choix de l'outil, parce que on a parfois des outils de GMAO qui sont vraiment orientés dépannage, plusieurs interventions par jour. Nous, aujourd'hui, une intervention la plus courte, c'est au minimum une demi-journée, et c'est encore rare, c'est plutôt au minimum une journée. Et on a aussi des projets de
rénovation, de réinstallation de nouveaux matériels. Et là, on va être sur des interventions qui vont durer 2, 3, 4 semaines. Et ce sont les mêmes équipes et qui parfois vont être détachées d'un projet pour basculer sur une intervention en urgence au service de nos clients. On a également le fait d'avoir des collaborateurs qui sont plutôt des collaborateurs bureaux et des collaborateurs évidemment techniciens terrain. Donc on voulait pouvoir avoir ce double niveau d'accès. En termes de traçabilité, c'est vrai qu'on l'a dit, hein, on avait des outils disparates, on avait beaucoup de mails, on avait beaucoup aussi de communication à l'oral. En fait, on a voulu quand même conserver une traçabilité de tous ces échanges via un outil qui soit pour autant simple d'accès, parce que remplacer l'oral, qui est souvent très rapide pour des techniciens, basculer sur un outil, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'était aussi un objectif, enfin du moins une contrainte en termes d'ergonomie. Et le dernier point, c'est la collecte simplifiée des données, puisque aujourd'hui, la donnée client, c'est vraiment quelque chose qui est d'une certaine manière notre valeur future. Hein. C'est la capacité, comme l'a dit Cécile, de répondre à nos clients, d'anticiper leurs besoins, d'être proactif dans la proposition qu'on peut leur faire. Et pour ça, il faut beaucoup de données. Et on parlait d'IA, on pourra compléter là-dessus, hein, mais c'est que l'IA s'alimente avec énormément de données. Et si plus on en a, mieux on peut imaginer des solutions autour de tout ça. Alors la découverte de TimeTonic, c'est un peu anecdotique entre nous parce qu'on a une collègue qui écoute énormément de podcasts, qui a essayé de nous convertir. Moi, elle n'a pas réussi encore, mais en tout cas, la découverte de TimeTonic, c'est un podcast sur le sujet du no-code. Donc comme quoi, tout arrive. Qu'est-ce qui nous a motivés ? C'était effectivement que cet outil-là, contrairement à d'autres gros mastodontes du marché, on pensait qu'il pourrait suivre notre croissance, s'adapter à nos besoins. On était encore dans des étapes de questionnement sur certains de nos process qui ne sont pas toujours écrits. Et voilà, on fait les choses par imprégnation parce qu'on les connaît, parce qu'on sait les faire. Fallait les écrire et en même temps, il fallait construire l'outil. Donc, on pensait que TimeTonic correspondrait parfaitement à notre besoin. Et puis surtout, on a un CRM existant, on a des outils qu'on a déjà dans notre cartographie ici, et il nous semblait assez simple d'intégrer TimeTonic dans notre cartographie actuelle, avec des actions assez faciles. Chez MasterGrid, quand on décide de choisir un applicatif, on implique tout le monde. La direction, la DSI, les utilisateurs, qu'ils soient utilisateurs clés ou utilisateurs finaux. Je pense que sur la slide suivante, on doit avoir le process de sélection chez MasterGrid. Alors, comme c'est une entreprise qui est assez récente et que la DSI a été réinternalisée il n'y a pas très longtemps, moi je suis arrivée il y a seulement 2 ans, on a aussi, nous, construit nos process SI en même temps qu'on construisait nos projets. Et TimeTonic, ça a été le premier projet où vraiment on l'a mené complètement et depuis le début. Oui, piloté par la DSI. Donc, on parlait tout à l'heure choisi par les métiers et accepté ou validé par la DSI. Là, ça a plutôt été quand même une proposition de la DSI pour éviter justement que les métiers développent dans leur coin ou choisissent des outils dans leur coin de manière disparate et non contrôlée, sans une gestion de projet cohérente à l'échelle d'une business unit, mais d'un groupe globalement. Donc nous, on a commencé à auditer l'ensemble de nos agences en avril 2024. Donc on a rencontré l'ensemble des agences parce qu'ils ont quand même des particularités techniques liées à leur domaine d'intervention spécifique. Donc on a vraiment fait tout le fil d'une intervention. On a plutôt utilisé de la préparation à la réalisation, ce qu'on devait à nos clients. On a fait un fil complet par rapport à nos interventions. On a commencé à benchmarker des solutions en même temps qu'on rédigeait notre cahier des charges pour garder une cohérence, ne pas chercher des fonctionnalités qui seraient inexistantes ou ne pas manquer de fonctionnalités qui pourraient nous intéresser dans notre projet. On a vu 16 solutions. Le but, c'est d'éviter la liste au Père Noël de fonctionnalités qui sont soit uniques pour un applicatif et donc ça contraint énormément le choix, soit qui sont, impossibles ou incompatibles entre elles ou complètement déraisonnables d'un point de vue financier ou technique. On a retenu 3 candidats pour les démonstrations à qui on a envoyé un scénario imposé. L'important pour nous, c'était que les collaborateurs puissent se projeter dans l'outil dans leur quotidien.
Souvent, les démonstrations réalisées, c'est plutôt les fonctionnalités de l'outil, comme celui qui les présente les vend le mieux, j'ai envie de dire. Enfin, c'est peut-être pas la bonne expression, mais nous, ce qu'on voulait voir, c'était notre quotidien et que tout le monde puisse se projeter dans l'outil. Et on a proposé aux collaborateurs de voter. Donc, on a enregistré toutes nos démonstrations, on les a proposées en replay et on a fait un questionnaire pour que tout le monde puisse voter et puisse donner son avis, surtout sur l'ergonomie et les principales fonctionnalités, avoir un ressenti vraiment comment les utilisateurs se projetaient dans les outils. Et puis, bien sûr, on a toujours l'analyse de la DSI. Nous, on est garant de la fiabilité technique, de l'intégration dans nos outils, de la cyber, etc., au niveau technique. Et c'est nous aussi qui avons décortiqué les éléments financiers de la proposition, des propositions qu'on a reçues. Je reviens juste sur la partie scénario imposé lors des démonstrations. On se rend compte que c'est quand même quelque chose, et pas forcément que pour le projet, là en l'occurrence Field Service Management, assez essentiel de définir ce dont on a besoin, notre contexte, et de voir comment un éditeur, un intégrateur est capable de répondre. Parce qu'on a tendance, dans des démonstrations qui sont un peu préparées et marketées par certains éditeurs, d'avoir un déroulé qui est très beau, très cohérent, très logique. Et quand on commence à rentrer dans de la customisation, j'allais dire, ça grince un petit peu et ça complexifie le projet. Si on détermine dès le départ que dans le projet, on a un contexte qui nous est propre et qui est imposé, et qu'on le présente sous forme d'un scénario, je trouve que c'est beaucoup plus parlant, et notamment quand on amène des collaborateurs. On a eu des techniciens qui ont participé, on a eu autant des directeurs que des techniciens qui ont participé à cette démonstration, et ça leur permet de se projeter beaucoup mieux. Donc sur la partie méthodologie du projet, on a essayé d'avoir une approche agile. Alors je précise tout de suite, pas une méthode agile au sens strict, hein, c'est plutôt une approche sous forme d'atelier que l'on a réalisé avec à la fois la chefferie de projet, à la fois des référents métiers qui ont été impliqués dès le départ dans le projet. Et ces ateliers, on a fait en sorte qu'on avance étape par étape, j'allais dire thématique par thématique, sujet par sujet, pour construire progressivement l'ensemble de l'applicatif, avec un déroulé, pas forcément chronologique, mais plutôt de se dire de quelles informations on a besoin, qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de travailler, parce que ça c'est très établi, processé, qu'est-ce qui demande un peu plus de travail, de réflexion, nous, comme l'a dit Cécile, parce qu'on est en phase de structuration de notre activité. Et donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps de réflexion en interne et d'arriver avec un process avant de commencer à travailler en atelier. On a validé les différents périmètres fonctionnels et on a également, comme dans tout projet classique, une partie comité de pilotage à qui on faisait remonter aussi des relevés de décision de ces ateliers, puisqu'on avait la capacité de prendre un certain nombre de décisions lors de ces ateliers et de les faire valider lors du comité de pilotage. Deux principes clés qu'on a établis. Qu'on conserve maintenant et on fait ça sur tous nos projets. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui, c'est devenu, c'est un peu dans notre méthode de travail sur les projets en cours et les projets à venir. Deux points essentiels, c'est que quand on fonctionne comme ça par petites étapes, c'est qu'on essaye de ne pas avoir de retour arrière, en tout cas pas sur les décisions majeures. Le but, c'est de ne pas détricoter à chaque fois ce qui a été fait 2 ateliers précédemment et revenir et recommencer et de se retrouver en fait à faire un cercle permanent de questionnement. Et également, pour justement justifier le fait de ne pas faire de retour arrière, on a établi une traçabilité de tous les échanges et de tous les ateliers. Donc en l'occurrence, on a fait un transcript systématique de tous les ateliers, ils ont tous été enregistrés. Ces transcripts-là ont été intégrés dans un agent, en l'occurrence un agent Copilot, et ce qui nous permet de prompter, demander tout de suite de pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision, quel est l'exemple qui fait qu'on ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Et le résultat, honnêtement, ça a évité beaucoup de remises en cause. Je remercie Cécile qui a fait ça, mais honnêtement, ça a été un très très bon outil de travail pour pouvoir s'interroger sur l'historique de ces décisions ou de ces groupes de travail.
Et puis ça a vraiment évité les retours en arrière où on a pu réexpliquer pourquoi on avait pris la décision, ce qui nous avait amené à ça. Et ça a vraiment évité je me souviens plus, qu'est-ce qu'on s'était dit, mais pourquoi on a fait ça? Et là, c'était vraiment d'avoir tout transcrit. En fait, c'était très facile et ça nous permettait de retrouver. Et que même quand les collaborateurs doutaient par rapport à une fonctionnalité, de pouvoir revenir sur ce qu'on s'était dit. Donc ça nous a fait gagner énormément de temps. Oui, parce que quand on est dans un atelier, on est en train d'essayer de faire parler les gens, d'expliciter des choses, et en fait, on n'a pas le temps en même temps de prendre des notes, de faire une synthèse. Enfin, c'est parfois un exercice un peu compliqué. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir ce transcript nous a permis quand même d'avoir une traçabilité et à l'oral. On a des équipes techniques qui expliquent beaucoup de choses, qui illustrent beaucoup avec des exemples, avec des cas de figure, avec des cas précédents. Et ces exemples-là, aujourd'hui, on peut les retrouver par ce système de prompt. Je pense que oui, les points de vigilance, effectivement, c'était vraiment pour nous de répondre aux besoins de terrain, puisqu'il y avait des grosses attentes, surtout au niveau des responsables de chantier et des techniciens, puisque toute la prise de saisie sur l'intervention était réalisée sur un bout de papier, sur un PC posé sur un coffre de voiture, ce qui leur demandait énormément ensuite de reprendre leurs informations qui étaient un peu à droite, les photos, le texte, et c'était à eux qu'on demandait c'est à eux qu'on demande de rédiger le premier rapport en fin d'intervention. Donc ça, c'était extrêmement chronophage, donc on avait vraiment un besoin opérationnel de collecte de données sur le terrain. Et en même temps, aujourd'hui, à notre niveau de croissance, maintenant, il faut vraiment qu'on ait des enjeux stratégiques, il faut qu'on ait du KPI, il faut qu'on puisse regarder ce qu'on fait vraiment. Et on avait ces deux niveaux de besoin. Pas de retour arrière, effectivement, ça nécessite une bonne préparation. Ça veut dire qu'il faut avoir prévu les espaces collaboratifs nécessaires. Alors nous, on utilise la solution Office 365, donc on a tout de suite établi les outils dédiés avec un SharePoint dédié, un agent, tous les transcripts, un bloc-notes qu'on partageait avec TimeTonic pour pouvoir échanger. Ça a été du coup assez facile pour nous de ce côté-là, mais en amont, on avait bien préparé notre espace pour pouvoir travailler de façon collaborative et facile. Oui, alors ça a été plutôt une belle surprise. On a quand même mobilisé nos collaborateurs un vendredi matin sur 2. Nos référents métiers, nos key users. Pendant plusieurs mois en plus. Ouais, je dirais 4-5 mois quand même. Un vendredi sur 2 pour que effectivement tout le monde comprenne bien ce qui était attendu, qu'ils puissent expliquer leurs besoins, qu'on fasse les bonnes réponses, et ils ont été au rendez-vous. Globalement, ils ont été bien au rendez-vous. Et puis la gestion du changement, on est en plein dedans, puisque hier on était dans notre agence du Havre pour déployer la solution. Donc effectivement, ça nous demande du temps et de l'investissement, puisque on se déplace sur chaque agence pour pouvoir déployer, et en même temps pour éventuellement encore faire évoluer l'outil si on est passé à côté de fonctionnalités ou s'il y a des choses qui sont vraiment manquantes et bloquantes. Et dès le départ, oui, on a cadré les interfaces, puisqu'on a pas synchronisé, mais on a fait des interfaces entre notre outil de gestion du temps pour les absences de nos techniciens et de notre personnel, et on a une interface avec notre outil de CRM qui nous permet de remonter toute opportunité et projet et nos clients et contacts commanditaires. Comme ça, on n'a pas de ressaisie à faire dans l'outil. Et puis on est dans un fil cohérent par rapport aux échanges d'informations. Alors sur les points forts, l'adhésion des équipes terrain, évidemment, c'est un outil pour eux, c'est un outil qu'ils ont co-construit, mais on a quand même eu une très bonne adhésion, ce qui n'était pas forcément évidente, parce que c'est quand même un changement, cette digitalisation de l'activité, c'est quand même un changement majeur. La flexibilité de l'outil TimeTonic, je pense que voilà, ça c'est un maître mot. On a eu
une coordination et une communication exemplaire au niveau de la chefferie de projet. Je remercie Salomé et Romain, voilà, j'en profite, qui ont été extrêmement bons sur cet aspect-là. Et une bonne compréhension d'un contexte métier qui est très technique, ce qui fait que ça engendre des particularités. Et quand vous discutez avec des techniciens dans un domaine et qui, en plus, comme les nôtres, sont passionnés et experts de leur domaine, ils ont un langage technique qui n'est pas forcément toujours facile à comprendre. On a eu une progression sur notre vocabulaire. On a appris des mots. Donc voilà, et donc c'était assez intéressant d'avoir cette discussion-là. Et les impacts positifs, on en a parlé, on est allé les chercher, on les a trouvés, la réduction des erreurs, la traçabilité, la centralisation des données. On est à l'attendu là-dessus. Voilà, et donc pour terminer là-dessus, sur les points forts, je reviendrai donc l'interface intuitive, le côté mobile. On a parlé tout à l'heure de l'interface avec d'autres applicatifs. On a tout de suite en fait utilisé Zapier qu'on connaissait déjà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un équivalent à Make par exemple, et qui a très très bien fonctionné pour faire remonter de la donnée de notre CRM Salesforce, et notamment sur le fait de ne pas recréer les clients commanditaires chez nous. On les fait remonter directement depuis Salesforce avec toutes les informations, tous les contacts, tous les updates qu'on peut avoir. Alors à la fois, ça permet de centraliser la donnée master des clients dans la partie CRM, ce qui est cohérent, et en plus d'éviter d'avoir un retravail d'informations dans un outil qui n'est pas adapté, enfin qui n'est pas adapté, en tout cas qui n'est pas destiné à ça, qui est destiné à l'application des activités terrain. L'équipe projet, j'en ai parlé tout à l'heure. Comme l'outil vous plaît bien et séduisant, alors moi j'ai ma collègue de podcast, alors elle a plein d'idées pour Time Tonic entre autres, mais bon, on a quand même d'autres priorités. Et dès le départ, et c'est pour ça qu'on avait cette difficulté dans la temporalité des projets, puisque comme disait Julien, on a quand même des projets sur le très long terme, complexes, qui vont occasionner aussi de la production de notre côté. Du coup, ça, on l'a intégré dès le départ, et c'est notre déploiement 2026 sur une autre business unit de MasterGrid. On a aussi l'intégration d'une vue macro-planning. Aujourd'hui, dans notre utilisation, on a un planning simple, on a peu d'utilisation de Gantt et d'interface de jalons dans le projet, parce que l'activité de terrain de MasterGrid Service, d'MG Service ne le nécessitait pas. Par contre, c'est un vrai besoin qu'on aura sur la business unit. Donc on va devoir aussi développer cette vue-là. Et puis, on a plein d'idées qui nous sont venues autour de Time Tonic pour déplacer certains outils qui sont aujourd'hui plutôt des listes SharePoint ou encore des choses qu'on a sous Excel, pour les intégrer aussi dans notre outil, dans notre plateforme actuelle. L'aperçu visuel n'est pas forcément très parlant. Ouais, non, c'était dans le train mardi matin. Après, c'est une vue planning assez classique. C'est assez intéressant, et je pense que si vous êtes tous utilisateurs Time Tonic, vous connaissez ça. Le principe des vues est quelque chose qui est assez intéressant, parce que un directeur d'une agence de service veut avoir une vue de ses équipes, un chargé d'affaires veut avoir la vue de toutes ses affaires en termes de planning, et c'est toujours le même planning. Un responsable d'équipe veut voir principalement son équipe. Et on a comme ça défini un certain nombre de vues des interventions, de vues du planning RH, de vues de son agence, de vues de son équipe. Et en fait, c'est toujours la même information remodelée dans un affichage qui est différent. Et aussi, autre chose qui a été appréciée, et on le disait, on était au Havre hier pour ça, c'est qu'on a en fait la même information, on peut avoir plusieurs portes d'entrée pour y accéder. Typiquement, je veux connaître toute l'intervention pour un client. Qu'est-ce que je connais mon client? Donc je vais rentrer par le client et je vais voir toutes mes interventions. Je veux connaître toutes les interventions qui ont été réalisées sur un équipement. Ce que je connais, c'est l'équipement. Je rentre par l'équipement et je vois toutes mes interventions qui ont été réalisées sur cet équipement. Je sais que c'est mon collègue Jean Dupont qui est allé faire mon intervention. Qu'est-ce que je fais? Je rentre par Jean Dupont et je vois toutes les interventions qu'il a réalisées cette semaine. Donc le fait de pouvoir avoir comme ça, ce sont des vues, mais ce que je vais appeler des portes d'entrée pour accéder à la même information, mais à partir de l'élément dont on est sûr, l'information dont on est sûr, c'est quelque chose qui a été très apprécié, qui est vraiment un élément différenciant sur ce résultat.
Voilà. Merci. Bon, merci. Un, deux, trois. Merci infiniment pour la présentation. Merci infiniment pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour nos amis de MasterGrid? Et bravo encore à Salomé quand même. Hein. Merci beaucoup côté Timetonic. Et bravo à la DSI d'avoir choisi, et la gestion de projet a l'air très très bien encadrée, et je pense que vraiment c'est un projet assez admirable aussi au niveau de la réalisation, donc vraiment chapeau. Des questions? Faut enregistrer ici parce que c'est enregistré sur le... Remarquable. J'avais deux questions. Vous avez développé avec des ateliers de construction tous les 15 jours. Est-ce que, premièrement, vous avez utilisé Timetonic pour concevoir en temps réel et, suivant les discussions et les animations que vous aviez dans vos ateliers, pouvoir montrer le résultat et itérer avec votre groupe de travail? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, quand vous êtes arrêté, sur quels critères vous avez décidé que l'application était complète? Alors, elle ne le sera jamais chez nous. La deuxième question, on répondra après parce que c'est plus délicat. Sur la méthode, on s'est surtout concentré sur les besoins et pas sur les solutions. En fait, on voulait que les métiers expriment leurs besoins, leurs difficultés, leurs attentes, plutôt que d'être là à se dire « Ah bah tiens, je voudrais un bouton à gauche, je voudrais un bouton à droite » et de se concentrer peut-être parfois sur de l'ergonomie alors qu'en fait, ce qu'on voulait, c'était de la fonctionnalité. Le planning RH bleu... On ne s'est pas limité à reproduire l'existant, mais à traduire le besoin. Ça nous est arrivé, alors, selon l'avancée du projet, en départ de projet, on n'a pu que discuter sur nos besoins. Et c'est arrivé que parfois, effectivement, on se questionne, on brainstorm sur ce qui serait le mieux pour nous. Et à ce moment-là, effectivement, d'avoir une démonstration, on pourrait faire les choses de cette façon ou d'une autre façon, et de choisir finalement comment on les fait au final, parce que ce que nous avait proposé Salomé, il y avait une des deux manières qui convenait mieux. Donc ça nous est arrivé aussi. Nous, aujourd'hui, on ne met pas les mains dans l'outil. C'est vraiment Salomé qui paramètre toute la plateforme pour nous. On ne modifie rien et on n'en est pas dans cette étape de notre utilisation en tout cas. Et pour répondre sur votre deuxième question, oui, en effet, c'est pas une difficulté ni un risque, mais c'est un élément en tout cas à prendre en considération, qu'on pourrait être en mouvement perpétuel et en modification perpétuelle, et qu'aujourd'hui on a quand même un petit peu envie de poser des versions 1.1, 1.2 de manière traditionnelle pour quand même éviter d'avoir des changements de fonctionnalité ou d'ergonomie à minima en permanence pour les utilisateurs. On a besoin quand même un peu de stabilité, au moins dans l'interface, pour que les utilisateurs puissent se l'approprier. Là, on est au tout démarrage du projet. Et puis, on change des fonctionnalités peut-être de fond, mais on fait attention à ne pas révolutionner le parcours utilisateur, par exemple, qui a été prévu au départ. En fait, on est encore en phase de déploiement. On a déployé la première agence début octobre et on finira la dernière agence au 19 décembre. C'est évident qu'à chaque déploiement, on s'est reposé certaines questions et on a fait certaines modifications parce qu'elles n'impactaient pas, comme disait Julien, ni le parcours utilisateur ni l'utilisation de la plateforme. Par contre, on a commencé à se poser des questions plus de fond qu'on est en train justement, qu'on a mis en stand-by et qu'on a testé. Parce que sinon, entre le premier déploiement et le dernier, la plateforme elle a tellement évolué qu'on a perdu les utilisateurs. Donc là, on a fait le choix d'arrêter après les 2 premiers déploiements, puisque les 2 premiers déploiements étaient vraiment 1er et 2 octobre, donc sur la même période. Là, on a dit on marque un peu un temps d'arrêt et tout ce qui est gros changements, on les fera en Big Bang à la fin d'année quand on aura déployé et tout le monde pour pouvoir bien réexpliquer ce qui a changé entre le déploiement 1 et le déploiement 7 en l'occurrence. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, derrière merci Eric. Oui, bonjour et merci pour la présentation. Juste une chose que je n'ai pas très bien compris, en fait, le développement a été fait en interne ou confié à Timetonic ou une agence externe? Et je voulais savoir combien de personnes avaient travaillé en tout sur le projet. Alors, ça a été confié à Timetonic. Voilà. Aujourd'hui, on n'a rien administré, on n'a rien paramétré du tout. Et combien de personnes travaillaient sur le projet? Au niveau de la DSI, 2 personnes en l'occurrence. Au niveau des métiers, on a eu plusieurs intervenants métiers en fonction de leur disponibilité, en fonction du sujet des ateliers.
mais on est de l'ordre de, on va dire, 6 personnes, Ouais. 6 personnes à peu près, 6 et 8 personnes. Et on avait associé notre expert méthode et notre QSE Et, pour valider. j'en profite puisque j'ai le micro. Et du coup, comment vous faites pour gérer le versionning en fait, comment vous faites pour gérer le déploiement? Parce que si j'ai bien compris, vous déployez agence par agence. Ça veut dire que vous avez une version en dev et ensuite vous pouvez déployer sur des versions en prod. C'est comme ça que ça se passe? On a une version en prod et une version en test, alors qui n'est pas toujours isoprod, puisque tant qu'on n'a pas fini de tester en test, on ne met pas en prod. Donc là, on est un petit peu à cheval. On navigue un peu entre les deux quand on fait nos déploiements. Mais oui, on a deux environnements pour pouvoir réaliser convenablement les tests. Et l'environnement de test permet aussi de faire les formations, justement pour que les utilisateurs puissent pratiquer, c'est assez essentiel. C'est-à-dire qu'on ne les fait pas pratiquer directement sur la version de prod. Dans la journée de formation, de mise en production dans une agence, puisqu'on le fait agence par agence, on a vraiment un moment où ils peuvent manipuler, faire des choses, faire tout et n'importe quoi dedans, c'est pas très très grave, qui s'approprient l'outil. Et ça, on le fait sur une partie test qui n'a aucun impact. Et on a après une partie prod qui est là pour le coup avec les données réelles. Je suis désolé, on va devoir passer à la présentation prochaine. Peut-être pendant la pause, poser les questions. Merci infiniment. On applaudit très fort et bravo pour la réalisation.